Le centre historique minier de Leeuwarden a ouvert ses portes en 1984. Il est situé à l'emplacement d'une ancienne fosse d'extraction de charbon en activité entre 1931 et 1971, la fosse d'Elloy. Cette fosse se situe au cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, bassin qui fournissait un tiers de la production française de charbon. Ce bassin se situe lui-même au centre du réseau de transport européen entre Rotterdam et Paris. Pour emmener les visiteurs sur les pas des mineurs, un petit train jaune, qui fait référence à ceux employés à l'époque, amène jusqu'à l'entrée des galeries. Pour vous montrer le moyen qui a été utilisé pour transporter les ouvriers au fond de la mine et non pas en surface. Parce qu'une fois arrivé au fond, il n'était pas rare de se retrouver avec une demi-heure, voire une heure de marche pour se rendre sur son lieu de travail. Alors évidemment, ce moyen de transport, on savait l'apprécier, mais surtout en fin de journée. Vraiment très fatigué, il nous évitait ainsi une heure de marche pour se rendre au puits, simplement pour pouvoir regagner la surface par la suite. Il y aura toujours 2 puits dans une mine. Puits numéro 1, puits numéro 2. Ça va donc nous faire un puits d'entrée d'air et un puits de sortie d'air. Et l'air, une fois entré, avant de ressortir, bien sûr, va parcourir toutes les galeries souterraines, tous les chantiers du fond, alimentant ainsi ces galeries, ces chantiers, en oxygène évidemment nécessaire à la respiration. Tout, je dis bien tout, se fait par le puits numéro 2. Transport des berlines, transport du matériel, transport du personnel. Passage quotidien pour les mineurs, l'ascenseur. Serré par plusieurs dizaines, il descendait à 480 mètres sous terre à la vitesse de 8 mètres par seconde. Bien souvent, ils prenaient ensuite un train qui les emmenait sur le lieu d'extraction, train qui circulait aussi dans le sens contraire pour amener le charbon à l'entrée du puits. Pour trouver un système pour l'évacuer, ce charbon, ce système le voilà, les couloirs oscillants, qu'on appelle plus communément la trixine. Le charbon sera donc chargé à l'intérieur de ces couloirs. Ces couloirs vont effectuer un mouvement saccadé de va-et-vient et grâce à ces secousses brutales, le charbon qui est à l'intérieur, lui, va effectuer des petits bonds successifs et sera ainsi acheminé lentement jusqu'à cette berline. Évidemment, énormément de bruit. Alors faites attention aux oreilles, s'il vous plaît. Attention les enfants. Une petite démo. Après le couloir oscillant, fut installé le convoyeur blindé, plus efficace, mais toujours aussi bruyant. Attention aux oreilles. Outre le système de transport du charbon, le matériel de forage était lui aussi très bruyant. Bouchez-vous les oreilles, attention, ça risque de surprendre. Alors ça, c'est le bruit mélodieux d'un marteau perforateur. Un seul marteau perforateur pendant quelques secondes en plus. Le bruit est atténué grâce à cette galerie qui permet l'accès. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaillait là-dedans, on était enfermé dans un tonneau aussi, en fait, ni plus ni moins. Mais pour effectuer cette foration, ce n'est pas une machine qu'on mettait en service, minimum 3. Et cette foration pouvait durer 3 ou 4 heures. Je vous assure, quand cette foration était terminée, à cause de toute cette résonance, on avait la tête et les oreilles qui bourdonnaient au moins pendant 2 heures. Un sacré coup dans les tympans, bien sûr. Or, au début, on s'est protégé les oreilles avec du coton hydrophile. Ensuite sont apparus les casques anti-bruit, genre de coquille, qui étaient d'ailleurs adaptés sur ces casques-là, mais inefficaces. D'une part à cause des vibrations de la machine, d'autre part à cause de la transpiration. Ces coquilles n'étaient jamais bien adaptées, ça glissait toujours. Donc, une part inefficace, d'autre part plutôt gênante qu'autre chose. On a préféré, et de loin, quand elles sont apparues évidemment, utiliser les fameuses boules qui est. Évidemment, énormément de bruit, mais aussi une énorme poussière. Poussière tellement importante d'ailleurs, qu'on ne se distingue plus à 4 mètres de distance l'un l'autre. C'est vous dire. Cette poussière, soulevée chaque jour, salissait les mineurs, à qui on donnera le surnom de gueule noire. Pour se nettoyer, les ouvriers, après la remontée, passaient dans la salle de bain où ils se douchaient. Cette salle fut surnommée salle des pendus, car les mineurs y suspendaient leurs vêtements à l'aide d'une corde. Ce système permettait de gagner de la place et de faire sécher plus rapidement les bleus de travail trempés par l'humidité régnant dans les galeries. Moyenne de vie d'un mineur à l'époque, dans ces conditions de travail, 40 ans. Bien souvent, malheureusement, en 40 ans, il était déjà décédé de cette fameuse silicose. Cette silice est une très fine poussière, très volatile.
toujours en suspens dans l'atmosphère, que le mineur respire malheureusement et qui se logent directement dans le fond des alvéoles pulmonaires. Ce qui veut dire qu'à long terme, les poumons du mineur sont ni plus ni moins que cimentés. Et un mineur silicosé, remonté en surface à l'air pur, même en pleine montagne, sa silicose continuera quand même d'évoluer, de s'aggraver. Il n'en guérira jamais. Il en mourra. En surface, les femmes qui travaillaient au triage du charbon n'étaient pas à l'abri de cette silicose. Avec toute la poussière qui accompagne malheureusement, on n'utilise pas encore l'eau pour lutter contre les poussières. Ce qui veut dire que bien que travaillant en surface, au bout de 10 ans de ce travail, à cause de cette poussière, certaines d'entre elles étaient silicosées. La plus grande catastrophe minière d'Europe qui a eu lieu à Courrières en 1906, qui a provoqué la mort de 1099 mineurs en moins d'une minute. Cette catastrophe, bien sûr, vous l'avez deviné, est due au coup de grisou, suivi d'un coup de poussière. Le coup de grisou, bien sûr, vous le devinez, c'est l'explosion du gaz par lui-même. Mais à cause de cette énorme déflagration, vont se soulever des poussières. Parmi ces poussières, beaucoup de poussières de charbon accumulées au fil des années. Ces poussières vont s'enflammer à cause des flammes du coup de grisou. Du coup, déplacement d'air, d'autres poussières se soulèvent, elles aussi s'enflamment. C'est une réaction en chaîne qui s'installe. Et plus ça va, plus ça prend de vitesse. Ils ont calculé la vitesse de déplacement que pouvait atteindre un coup de grisou suivi d'un coup de poussière. J'entends par là la vitesse maximale calculée. Je ne dis pas que ce jour-là, ça a atteint cette vitesse-là. Ils ont calculé que ça pouvait atteindre une vitesse de 2000 mètres seconde. J'ai pas dit minutes, j'ai dit secondes. Faites le calcul en kilomètres/heure. Le 10 mars 1906, l'explosion retentit à Courrières à 6h30 du matin. Chaque jour, pendant plusieurs semaines, les sauveteurs remonteront des corps calcinés par dizaines. À l'origine de la catastrophe, un gaz, le grisou, et la lampe à flamme des mineurs. L'éclairage n'existe pas au fond de la mine. Nous sommes dans le noir complet. Même quand l'électricité est apparue dans les années 50, l'électricité était utilisée pour les machines et non pas pour l'éclairage, ni des galeries, ni des chantiers. Le noir complet, à part bien sûr cette lampe-là qui est apparue dans les années 45-50, juste après la guerre, grâce aux Américains d'ailleurs. Mais avant ça, vous avez vu tout à l'heure, éclairage, bougie, lampe à huile, au 19e siècle bien sûr. Pour s'éclairer au fond des galeries, les mineurs n'avaient que leur lampe. Chaque ouvrier avait la sienne, il venait la chercher à la lampisterie en échange de son jeton personnel, sorte de plaque d'identification. Avec ce système de jetons, les chefs du personnel pouvaient voir qui n'avait pas rendu sa lampe et donc qui était encore au fond. Ce fut le système d'éclairage le plus répandu. Avant ce modèle, les mineurs se servaient de bougies ou de lampes à flamme nue, c'est-à-dire non encerclées de verre. À partir des années 50, l'électricité est arrivée, les mineurs se sont équipés de casques à lampes électriques. Il n'y a plus de mines en France, il n'y a plus de mineurs. Mais si vous êtes là, c'est que quelque part vous vous intéressez à ce qu'ont fait les mineurs, surtout nos anciens. Mais même nous, les guides anciens mineurs, nous sommes contents de vous accueillir. Nous sommes fiers de vous parler de notre vécu. Parce que nous, notre but en tant que guide, c'est de faire de telle sorte que tout ce patrimoine minier s'oublie le moins vite possible. Voilà d'ailleurs pourquoi nous accueillons énormément de scolaires. Mais au fait, on est à combien de mètres sous terre ici? 480. T'en es sûr? Non, je vais peut-être te décevoir, mais non, vous n'êtes pas dans les galeries souterraines. Mais n'ayez aucun regret, parce que même si vous aviez été réellement dans les galeries souterraines, vous n'auriez rien vu de plus. Tout ce que vous avez pu voir, les machines, les installations, tout est exactement pareil au fond de la mine. Tout a été reconstitué en 4 ou 5 ans, mais pas par n'importe qui. Par des mineurs retraités qui avaient eux 30-35 ans d'ancienneté, ils savaient donc très bien ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas fait ça n'importe comment. Je peux d'ailleurs moi-même en témoigner, j'ai quand même 26 ans de métier au fond de la mine. Je vous remercie beaucoup. Alors bien sûr, je vous invite à me suivre jusqu'à la sortie qui, vous vous doutez maintenant, n'est plus très loin. En continuant, vous remercier de cette visite. Les paysages du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais sont désormais parsemés de ces terrils, ces montagnes noires qui contiennent les déchets de l'exploitation minière, des roches extraites qui n'étaient pas du charbon. Certains terrils sont abandonnés et la végétation se développe. D'autres sont reconvertis en base de loisirs, en lieu de randonnée, en piste de VTT. Les anciennes voies de chemin de fer qui reliaient les fosses entre elles connaissent le même sort, comme celle-ci, devenue un chemin de promenade.
Les maisons des anciens mineurs, les corons comme on les appelle, sont toujours là et sont encore habitées. Il reste aussi ces chevalets qui continuent de dominer leurs alentours.